femme extraordinaire, Jeanne. Et si je vous dis que vous êtes la femme de l'année? Mais t'es la femme du siècle, ouais. C'est beaucoup. Menteuse. Il lui est arrivé quoi déjà à la femme de l'année? Vous êtes à un poil de la faillite personnelle. Notre mère est décédée. Elle vous a laissé des biens. Un appartement à Lisbonne. Moi, je vous dirais de vendre cet appartement. Tout le monde aime Jeanne, c'est l'histoire de quelqu'un qui se perd, donc qui a une carrière qui roule hyper bien, qui pense savoir exactement qui elle est. Et en fait, elle rate tout, donc c'est une histoire de faillite et un peu de renaissance, on va dire. Jeanne, c'est Blanche Gardin, qui est une championne écologique et qui vit une sorte d'échec grotesque, télévisuel, qui va la laisser ruinée dans tous les sens du terme. Et en fait, je voulais raconter cette histoire parce que j'avais envie de parler de la honte. Je voulais parler de la sensation qu'il est difficile de vivre les choses sans se demander si on les fait bien, si on les fait mal. Voilà, cette espèce de remise en question constante qu'on peut expérimenter dans la vie, qu'elle soit professionnelle, amoureuse, sociale en général. Et donc je voulais mettre en scène la voix intérieure. Et le personnage de Jeanne, elle a une voix intérieure qui est représentée par un petit personnage d'animation. Donc c'était ça, et aussi le fait de parler de comment naviguer dans un monde qui nous paraît aller très très mal, et dans lequel on peut se sentir extrêmement impuissant. Donc elle, au départ, elle a un métier qui est de sauver les océans, donc elle est au bon endroit, et quand elle n'y arrive pas, elle se retrouve à l'endroit où finalement on est tous, c'est-à-dire se réveiller tous les matins, être au courant que tout va à volo, qu'on va tous mourir, et ne pas être en capacité de réagir face à cette angoisse. Ouah, la tronche. Ça se trouve, tu vas être assise à côté de lui dans l'avion. À tous les coups, il va venir te voir. Bip, 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 bip. Jeanne? On se connaît? Bah oui, tu te souviens pas? Ah. Aucun souvenir. En fait, j'ai commencé à écrire sans les avoir en tête, et le personnage de Jeanne Manière, donc l'héroïne, à un moment, je me rendais compte qu'elle n'existait pas. Enfin, je sais pas, elle était chiante, quoi. Enfin, elle n'avait pas d'épaisseur, elle n'avait pas de relief, et je ne comprenais pas pourquoi. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que j'imagine quelqu'un l'incarner. Et évidemment, quelqu'un que j'admire. Et donc, j'ai pensé à Blanche Gardin et j'ai écrit pour elle, sans qu'elle le sache. Et le personnage est devenu 3 fois plus intéressant parce que je l'imaginais parler, bouger, enfin voilà. Et bon, la chance inouïe, c'est que quand elle a lu le scénario, elle a accepté. Mais finalement, elle aurait pu ne pas accepter. Elle aurait quand même été dans le film sans le savoir, quoi, dans l'histoire. Et une fois que Blanche Gardin a accepté de jouer ce rôle, il a fallu trouver son acolyte. Et là, on a contacté Laurent Lafitte qui a accepté avec joie. Donc j'ai eu beaucoup de chance pour un premier film d'avoir des gens aussi confirmés pour jouer avec moi, quoi. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Ouais, Jean, c'est Jeanne. Elles sont en or, on ne sait jamais. Faut que j'y aille, moi j'ai rendez-vous avec un agent immobilier. Ah, tu vends ton appart? Pourquoi tu le vends? Je suis surendettée. Ah, félicitations. Alors au départ, la voix off de Blanche Gardin, enfin du personnage de Blanche Gardin, était censée être interprétée par elle. Et en fait, on a monté le film pendant le tournage, enfin on faisait donc j'ai vu un bout à bout en rentrant de tournage, et j'ai commencé à dessiner à ce moment-là, parce que c'est moi qui fais les animations. Et en voyant le bout à bout et en voyant le jeu qu'avait proposé Blanche, qui était d'une très grande sobriété, où en fait c'était un jeu dans lequel il y avait beaucoup de finesse, beaucoup d'émotion, je me suis rendu compte que si c'était sa voix qui décrivait ce qui se passait ou qui intervenait, en fait ça allait entrer en concurrence avec son jeu, et que je trouvais ça dommage en fait d'abîmer ce qu'elle avait proposé pour le rôle, parce qu'elle avait très très bien servi le rôle. Et bon, il se trouve qu'en montage, je faisais la voix pour faire avancer le montage, quoi. Et donc on rigolait bien, on était avec ma monteuse, je faisais ça sur mon téléphone. Et puis en fait, on s'en est pas débarrassé, quoi. On n'a jamais trouvé exactement ce qu'on voulait pour interpréter cette voix-là. Donc ma voix est restée, y compris certains enregistrements à l'iPhone, parce que je pouvais pas les refaire professionnellement, quoi. Le personnage de Laurent Lafitte, c'est à moitié quelqu'un que je connais, à moitié quelqu'un que j'aimerais être, je pense. Comme ça, qui a réussi à traverser des épreuves très dures dans la vie, d'en parler avec franchise, avec tendresse, et surtout qui ne ressent pas le besoin d'être en représentation. Donc au départ, on se dit, bon, c'est un pot de colle, ça va être le lourdeau du film et tout.
Et en fait, au final, on se rend compte que c'est juste quelqu'un de foncièrement honnête. Et j'avais envie aussi d'écrire un rôle d'homme qui s'occupe des autres, plutôt qu'un rôle de femme qui s'occupe des autres. Et au départ, c'était pas très conscient. Et en fait, au final, elle a un personnage assez silencieux. Et lui a un personnage qui parle énormément, ce que généralement on donne aux femmes, et qui s'occupe des autres. Donc vraiment, c'est lui qui prend soin, quoi. Et je trouvais ça beau de raconter ça pour un homme. Tu vas me montrer comment tu fais des cartons. C'est ça qu'il faut faire, il faut bien les ranger. Il y avait des thèmes qui me tenaient vraiment... Enfin, c'est pas des thèmes, c'est des expériences qui me tenaient à cœur. Donc notamment l'expérience de l'angoisse, la peur du deuil, la peur de la perte, la peur de l'échec. Enfin, je pense que ça, c'est quand même des peurs qui sont assez partagées, quoi. Et en fait, dans la vie, je trouve que c'est très rare qu'il n'y ait pas quelque chose qui détonne. C'est-à-dire, c'est un peu le syndrome du fou rire à l'enterrement, quoi. On vit quelque chose de très compliqué, et puis on va avoir des réactions assez mystérieuses. Voilà, je sais pas, on va faire des blagues indécentes dans des moments très durs de la vie. Et c'est ce que je voulais restituer. Je pense que c'est assez rare d'être 100% triste dans une situation 100% triste. Je pense qu'on essaye toujours de se sauver un peu. Alors, on a tourné la majorité du film à Lisbonne et 10 jours à la fin en France. En fait, on n'a pas eu de difficultés particulières dans le sens où on était bien financé, on avait un temps très confortable de tournage. En revanche, on était entre plusieurs vagues de Covid. Donc, je voulais parler d'une ville dévorée par le tourisme et on a tourné dans une ville vide. donc, les foules de touristes qui font la queue n'étaient pas là, en fait. Ou alors, quand ils étaient là, ils étaient masqués. Donc, mon envie, comme ça, d'aller voler des images, il a fallu tout reconstituer avec des figurants, quoi. Je pense que formellement, c'est un film qui est compréhensible dans différentes cultures. C'est pas... Comment dire, il n'a pas des références franco-françaises qui feraient qu'on pourrait se sentir un peu exclu. Moi, je suis très très contente de le montrer à un public anglo-saxon. Je pense que le cinéma anglo-saxon est une plus grande influence dans ma vie de cinéaste que le cinéma français, peut-être. T'es un peu toc-toc, hein, jeune meilleur. Non, Un peu frappadingo. J'aime bien. non, mais pas du tout. Moi je t'aime. O senhor não pode fumar aqui? Il dit que c'est interdit de fumer. Ah oui, je sais, monsieur, merci. C'est une cigarette électronique, elle ne brûle pas. Tout va bien.